On est obligé d'attendre qu'elle enregistre, qu'elle lance l'enregistrement. Bon, déjà, je peux te dire bonjour peut-être. Bonjour. Mais en fait, je C'est vous ai bon. dit bonjour tout à l'heure, mais j'avais pas mis mon micro. Mais Non, oui, mais bonjour, je vais dire excusez-moi. bonjour à tout le monde. Alors, bon, L'enregistrement est lancé. c'est bon. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette donc quatrième visio organisée par l'Association des maires de Loire-Atlantique en partenariat avec Mairie 2000 et l'AMF nationale dans le cadre des universités des maires. Donc, je me présente, Sylvie Pergeline, je suis la directrice de l'AMF 44. Donc, pour cette quatrième visio, le thème sera le maire employeur territorial et le président de PCI employeur territorial, avec comme animatrice Stéphanie Collin, chargée de mission fonction publique territoriale à l'Association des maires de France. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions soit via le fil de conversation, soit en direct. Peut-être Stéphanie marquera des points d'arrêt. S'il y a des questions, vous pourrez ouvrir vos micros comme nous ne sommes pas très nombreux. Voilà, donc je vous propose d'ores et déjà de commencer cette visio. Et donc, je laisse la parole à Stéphanie Collin. Donc, rebonjour à tous. Dans un premier temps, déjà, je félicite les nouveaux élus pour leur élection ou réélection. Du coup, élection qui vous a conféré le rôle de maire employeur ou président de PCI employeur. Et rôle souvent que vous découvrez parce que vous êtes à la tête de la commune ou de l'intercommunalité et donc vous êtes le responsable de la gestion RH des agents de la collectivité. Donc, pour commencer, on va essayer de voir trois grandes choses, trois grands thèmes durant cette heure. La fonction publique territoriale, je vais essayer de vous présenter les chiffres clés et les grands principes, parce que c'est quand même important. L'environnement territorial qui va être le vôtre en tant que maire employeur et votre rôle de maire employeur en tant que pilote de la gestion RH de la commune. Sachez que je vais m'arrêter régulièrement et que comme nous ne sommes pas nombreux, je vous laisse la parole un peu au fil de l'eau pour que nous puissions avoir une petite heure interactive et que vous puissiez me couper quand vous avez des questions au fur et à mesure. Donc, la fonction publique territoriale, les chiffres clés. Il faut savoir que la fonction publique territoriale, c'est ce qu'on appelle communément... on l'appelle communément la FPT, vous l'entendez souvent sous le terme FPT, et elle regroupe des employeurs et des agents. Quand on parle des employeurs territoriaux, en fait, vous êtes à peu près 44 000, plus de 44 000, et en fait, dans les employeurs territoriaux, on compte donc vous, les maires et présidents de PCI, mais aussi les présidents de département, les présidents de région. Quand on parle de fonction publique territoriale, c'est aussi les agents. Et les agents qui composent la fonction publique territoriale, ce sont à peu près 1,9 million d'agents. Donc, quand on vous regroupe tous, vous employez tous, les 44 000 employeurs territoriaux emploient les 1,9 million agents. Dans ces 1,9 million agents, 1,3 million font partie du bloc communal, donc communes et intercommunautés. Donc, vous représentez les principaux employeurs. Et je vais vous donner les 4 grandes caractéristiques du profil des agents territoriaux. Il faut savoir que dans la fonction publique territoriale, 77% des agents sont des fonctionnaires, que 75% des agents appartiennent à la catégorie C, c'est-à-dire des agents d'exécution. Donc, ce qui en fait peut amener des problématiques de pénibilité sur les emplois, puisque c'est des agents qui sont très touchés par l'usure professionnelle et ils représentent 75% des agents, pas touchés par l'usure, mais qui appartiennent à des catégories où il peut y avoir de l'usure professionnelle. 61% des agents de la fonction publique territoriale sont des femmes. Et 47% des agents appartiennent à la filière technique. Donc, à peu près la moitié des agents territoriaux relèvent d'une filière technique. Donc, ce qui vient aussi est un paramètre à prendre en compte par rapport au fait que c'est des agents de catégorie C et 50% appartiennent à la filière technique, ce qui
montre les difficultés que vous, employeurs, vous avez très souvent pour le maintien dans l'emploi des agents. Et la fonction publique territoriale, c'est 250 métiers en tout. Sachez que pour retrouver tous les métiers de la fonction publique territoriale, le CNFPT, sur son site, a un répertoire des métiers qui vous permet d'avoir l'ensemble des métiers des collectivités et qui pousse les choses un petit peu plus loin, puisqu'en fait, ça vous donne aussi les profils de postes type de chacun des métiers de la fonction publique territoriale. Donc, les employeurs et les agents. La fonction publique territoriale, si on doit en parler, il faut savoir que la fonction publique territoriale, a un cadre juridique bien spécifique. On n'est pas dans le privé, on est dans un cadre bien spécifique. Ce n'est pas le Code du travail, c'est ce qu'on appelle le statut général de la fonction publique, qui en fait est le Code du travail de la fonction publique des agents territoriaux. Donc quand vous êtes à la tête d'une collectivité, d'une commune ou d'une intercommunalité, votre cadre juridique de référence n'est absolument pas le Code du travail, c'est le statut général. Le statut général de la fonction publique se décompose en deux grands types. Il y a le statut général qui est général aux trois fonctions publiques que sont l'État, l'hospitalière et la territoriale. Donc, c'est des règles communes aux trois versants de la fonction publique. Et vous avez ensuite le statut de la fonction publique territoriale qui est propre à la fonction publique territoriale, qui relève de la loi du 26 janvier 84. Et à l'intérieur, vous avez donc une loi, des décrets et de la jurisprudence. La jurisprudence, elle est assez éclairante dans la fonction publique territoriale. Donc la jurisprudence, c'est les décisions des juridictions administratives que sont le tribunal administratif, la cour d'appel ou le Conseil d'État, puisqu'en fait, c'est celles qui vont donner un petit peu la ligne de conduite d'application et les cas dans lesquels le juge va se prononcer pour dire si oui ou non l'employeur, comment l'employeur doit se conduire quand les textes sont un peu généraux. Donc, la jurisprudence, très important. Donc, vous l'avez bien compris, je pense, quand vous avez un contentieux avec des agents de la mairie ou de l'interco, en fait, ce contentieux, ce n'est pas devant le tribunal des prud'hommes, c'est devant le tribunal administratif territorialement compétent. Je vais passer assez vite, mais c'est pour que vous les ayez en tête. En fait, il y a des instances nationales dans lesquelles les employeurs sont représentés et qui examinent les textes relatifs à la fonction publique. Donc, vous avez le Conseil commun de la fonction publique qui va examiner les textes et rendre des avis sur les textes relatifs aux textes communs aux trois versants de la fonction publique. Le Conseil supérieur de la fonction publique qui, lui, va examiner les textes uniquement qui relève de la fonction publique territoriale. Et enfin, le Conseil national d'évaluation des normes qui est un établissement, une instance qui va examiner les nouvelles normes et le poids financier des nouvelles normes. Quand on... Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Non. Donc, je pense qu'il faut continuer. Oui, donc en fait, quand on parle du maire employeur, ce qui est important, c'est de connaître l'environnement territorial RH que vous allez, avec lequel vous allez agir. Donc, vos interlocuteurs RH, j'en ai ciblé 4 grands, que sont les services préfectoraux, puisqu'en fait, la préfecture exerce un contrôle de légalité sur les actes de personnel. Et donc, du coup, les décisions que vous prenez en matière de personnel sont transmises pour certaines aux services préfectoraux qui va exercer un contrôle de légalité. Vous avez aussi la DGFiP qui est le comptable public, puisque vous allez devoir travailler très régulièrement en contact avec lui, puisque vous ordonnez la paye et que le comptable verse la paye, et il la contrôle aussi. Et donc, concernant la paye des agents, c'est le comptable qui va être votre interlocuteur. Ensuite, vous avez les centres de gestion qui sont organisés de façon territoriale et qui ont pour mission d'assister les maires employeurs dans leur mission. Ils jouent un rôle de conseil, ils mutualisent les instances de dialogue social, ils s'organisent les concours et la bourse de l'emploi. Donc en fait, les centres de gestion, c'est vraiment l'établissement public sur lequel vous vous appuyez en matière de mutualisation
de la gestion RH. Et enfin, le CNFPT, qui est un établissement national, mais qui est organisé de façon régionale et départementale, et qui a la charge de la formation des agents de la fonction publique territoriale, et donc que vous allez utiliser pour envoyer vos agents en formation. En sachant que vous cotisez obligatoirement au CNFPT, enfin les agents de la collectivité cotisent obligatoirement à ce centre de formation, et vous avez une contribution patronale. Donc en fait, c'est un établissement que vous financez tous pour la formation de vos agents. Concernant les principaux organismes, en fait, j'en ai donné 5. Il y a la caisse de retraite des agents territoriaux qui est bien spécifique pour les agents fonctionnaires, c'est la CNRACL. C'est une caisse de retraite qui se situe à Bordeaux et qui va prendre en charge la retraite des agents territoriaux. Ensuite, il y a un autre établissement pour la retraite additionnelle des fonctionnaires qui va être des cotisations sur les primes et qui s'appelle l'ERAT. Ensuite, pour les agents contractuels et les fonctionnaires de moins de 28 heures, vous avez une caisse de retraite complémentaire qui s'appelle l'IRCANTEC et qui est aussi la caisse des élus. Vous avez la CPAM qui en fait est pour la maladie l'organisme de référence des fonctionnaires de moins de 28 heures et des contractuels, et en fait un établissement qui s'occupe essentiellement du handicap et qui peut venir subventionner beaucoup de vos actions, qui s'appelle le FIP. Donc là, vous avez eu les 5 grands organismes avec lesquels vous allez devoir travailler ou que vous devez connaître concernant la gestion de vos agents. Ensuite, l'organisation RH au sein de votre commune. Donc là, je pense que on va passer très vite. Vous avez le conseil municipal, donc il y a une organisation en 3 temps. Il y a le conseil municipal qui en fait encadre les dispositifs réglementaires de la commune ou de l'interco et qui vote les budgets, qui arrête les effectifs, qui valide l'organigramme. Donc c'est le cadre général et les conditions générales de travail. Vous avez ensuite, vous, l'autorité territoriale avec des pouvoirs propres qui nommait, mettait fin aux fonctions des agents et qui prenait toutes les décisions individuelles. Et enfin, vous pouvez vous appuyer sur les services de la commune, que sont la direction générale ou votre secrétaire de mairie et les services de prévention en matière de santé et de sécurité. Donc, la première des choses, et ce qui est très important, c'est de savoir sur quel cadre en interne RH vous pouvez vous appuyer, que ce soit votre direction générale ou la secrétaire de mairie, et ensuite savoir le cadre dans lequel les choses ont été mises en place au sein de votre collectivité pour découvrir un peu les anciennes délibérations, qu'est-ce qu'elles disent et qu'est-ce qui a été fait, ou si vous êtes dans la continuité, qu'est-ce que vous voulez changer, parce que en fait, c'est le conseil municipal qui va vous donner le cadre général dans lequel vous allez pouvoir agir en tant que maire. Il est important aussi d'identifier dans la fonction publique territoriale les instances de dialogue social, parce que en fait, ces instances, c'est des instances que vous allez saisir obligatoirement. Sinon, vice de procédure, et ça peut aller jusqu'à l'annulation de vos décisions. Donc, les instances du dialogue social que vous allez pouvoir saisir et devoir saisir sur toutes les décisions, qu'elles soient collectives ou individuelles. Concernant les décisions collectives, vous avez 2 grandes instances, et là je vais partir du bas, qui sont le comité technique. Le comité technique en fait examine les questions d'ordre général, et à l'intérieur du comité technique vous avez le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui en fait examine les questions liées à la sécurité et à la protection des agents. Et ensuite, les 3 premières sont des instances qui vont examiner des situations uniquement individuelles. Vous avez la commission administrative paritaire qui va examiner les situations individuelles des fonctionnaires, la commission consultative paritaire qui va examiner les situations individuelles des contractuels, et le conseil de discipline dans chacune des 2 instances, commission administrative paritaire ou commission consultative paritaire, qui, elle, va examiner les dossiers disciplinaires et
qui ne se constituera que pour l'examen de dossiers disciplinaires. Alors, concernant votre rôle de maire ou président de PCI, il est important de revenir sur la typologie des emplois des communes et interco. En fait, bien souvent, quand je fais du conseil, les élus qui me saisissent font l'amalgame entre l'emploi et l'agent. Ce qu'on appelle l'emploi, c'est le poste budgétaire. Donc, en fait, vous allez créer, ou le conseil municipal va créer les emplois budgétaires. Et quand il va créer les emplois budgétaires, il va falloir qu'il crée des emplois ou à temps complet ou à temps non complet. C'est ce que la délibération prévoit. Ou emploi permanent ou emploi non permanent. Donc, tous les emplois qui sont créés au sein de la collectivité doivent être créés et précisés si c'est un emploi permanent ou non permanent et si c'est un emploi à temps complet ou à temps non complet. Et une fois que vous avez cette case et que le conseil municipal vous a, entre guillemets, ouvert la case et autorisé à recruter quelqu'un sur le poste budgétaire, l'emploi budgétaire, en fait, vous pouvez y recruter ou des agents fonctionnaires ou des agents contractuels, et donc, ou des agents de droit privé. Et donc, en fait, il faut que vous ayez conscience que l'emploi est un emploi budgétaire créé par délibération et que l'agent est un agent recruté par vous, autorité territoriale. Et c'est vous qui recrutez l'agent en fonction de l'emploi qui a été créé par votre conseil municipal ou intercommunal, communautaire. Ensuite, quand on parle d'emploi, il faut que l'emploi précise aussi les choses par rapport à une nomenclature. La fonction publique territoriale a organisé les emplois dans la fonction publique comme des poupées gigognes. C'est-à-dire que l'emploi, il est créé à temps complet ou à temps non complet, permanent ou non permanent, et qu'il doit préciser dans quelle filière. Donc, en fait, on va commencer par passer par la case filière. Il va falloir dire si vous créez un emploi qui relève de la filière administrative, technique, culturelle. Ensuite, à l'intérieur de chacune des filières, il va y avoir des catégories. Catégorie A pour les agents qui ont des postes d'encadrement, catégorie B pour les agents d'encadrement intermédiaire et catégorie C pour les agents d'exécution. Donc, le poste va être créé et en fait, il va devoir signaler quelle filière, quelle catégorie, quel cadre d'emploi. Le cadre d'emploi, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des emplois qui relèvent d'un même cadre d'emploi. On a réuni plusieurs emplois de même type dans des cadres d'emploi. Donc, en fait, vous allez devoir préciser la filière, la catégorie, le cadre d'emploi. À l'intérieur de chacun des cadres d'emploi, il y a des grades. Donc, quel grade, sur quel grade l'agent va être nommé, et l'échelon. En fait, à chaque grade va correspondre une grille indiciaire avec des échelons souvent de 1 à 8. Et en fait, c'est l'échelon qui va déterminer la rémunération, puisqu'à chaque échelon va correspondre un indice brut et un indice majoré. Et l'indice majoré, quand vous le multipliez par la valeur du point, en fait, ça vous donne tout simplement le montant de la rémunération de l'agent. Et c'est avec ce cheminement-là qu'à la fin, en fait, vous nommez l'agent à tel échelon dans le grade, le cadre d'emploi, la catégorie et la filière qui a été créé par délibération sur un emploi permanent ou non permanent et pour un temps complet ou un temps non complet. Voilà un peu le cheminement par rapport à l'organisation des emplois de la commune. Et donc, du coup, une fois que vous avez les emplois, en fait, il va falloir prendre des actes. Et donc, du coup, quand vous recrutez un agent ou tout au long du parcours professionnel, vous allez prendre, vous, en tant qu'employeur, des actes. Donc, en fait, les premiers actes sont les délibérations du conseil municipal qui, en fait, ne peuvent être les délibérations que créées par le conseil municipal qui va vous autoriser à créer des emplois, à organiser le temps de travail, à organiser les services. Ensuite, les délibérations peuvent vous autoriser à signer des conventions.
Et donc, vous êtes amené, vous, en tant qu'employeur, à signer des conventions. Vous êtes amené à signer des arrêtés individuels pour les agents ou des contrats quand c'est des contractuels. Voici les 4 grands types d'actes RH que vous serez amené à gérer. Et là, alors du coup, on revient sur un point essentiel à mon sens concernant les employeurs territoriaux. C'est le rôle spécifique que vous avez. Parce qu'en fait, on utilise le terme employeur, donc employeur, privé, public. Vous avez vu, c'est un cadre juridique totalement différent du cadre du Code du travail. Mais en fait, il n'a pas que cette spécificité. L'employeur public, il est différent aussi dans 2 autres domaines. Il faut savoir que la fonction publique territoriale, en fait, a un régime spécial d'assurance maladie pour ses agents. Et que donc, les fonctionnaires relèvent du régime spécial des fonctionnaires, qui est un régime qui est à la charge complète des collectivités et des intercommunalités. C'est la commune qui va prendre sur ses fonds propres le paiement de la maladie de ses agents. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le privé, en fait, vous envoyez votre arrêt maladie à la sécurité sociale qui va verser des indemnités journalières. Eh bien, les fonctionnaires, ça n'existe pas. Les fonctionnaires n'ont pas d'indemnité journalière. C'est la commune qui va leur assurer le maintien de leur rémunération pendant la maladie sur le budget de la commune. En fait, c'est comme si vous vous substituiez à la caisse primaire de maladie et que la collectivité était aussi la caisse primaire de maladie des agents. Les fonctionnaires, les contractuels et les fonctionnaires de moins de 28 heures relèvent du régime général. Là, je ne parle que d'un rôle spécifique concernant les fonctionnaires de plus de 28 heures qui relèvent du régime spécial des fonctionnaires. Il y a aussi un autre rôle particulier que joue l'employeur dans la fonction publique territoriale, c'est celui de la prise en charge des droits dus au titre de l'assurance chômage. C'est-à-dire que les agents, les anciens fonctionnaires que vous avez, qui pour une raison X, Y se retrouvent au chômage, vont aller s'inscrire à Pôle emploi, mais ce n'est pas Pôle emploi qui va les indemniser, c'est la commune. La commune va aussi se substituer à Pôle emploi pour l'indemnisation du chômage de ses agents. Et là, petite caractéristique, la collectivité a la possibilité de souscrire, mais uniquement pour ses agents contractuels, une adhésion avec Pôle emploi. Et ce ne sera pas Pôle emploi qui assurera, ce ne sera pas la commune qui assurera le maintien des droits au chômage, ce sera Pôle emploi qui versera le chômage pour les agents contractuels quand la collectivité a signé une adhésion avec Pôle emploi pour les agents contractuels. Mais même si la collectivité a signé une adhésion avec Pôle emploi, elle aura toujours à sa charge les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires qu'elle employait. Ce sera toujours à elle que reviendra le chômage. Donc, ayez en tête qu'en tant qu'employeurs territoriaux, vous êtes à la fois des personnes, des employeurs qui employez vos agents, mais aussi vous assurez la maladie, la gestion maladie de vos fonctionnaires et vous assurez la charge des droits au titre du chômage des agents, de tous les agents, sauf des contractuels, quand vous avez signé une adhésion avec Pôle emploi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est souvent des choses que les élus découvrent. Et donc, je voudrais savoir si vous avez des questions concernant ce sujet. Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas. Pas de questions? Pas dans le chat pour le moment. Je pense que tu peux continuer. Je continue donc. Je ne veux pas vous assommer surtout. N'hésitez pas à poser des questions. C'est peut-être surprenant d'apprendre tout ça, mais ça se fait assez facilement en gestion. C'est juste qu'il faut l'avoir en tête pour comprendre les différences et les règles de gestion dans la fonction publique territoriale. Donc, on va essayer de revenir sur chacun des points et des attributions que le maire a en matière de gestion RH.
Il faut savoir que depuis la loi de transformation de la fonction publique territoriale, donc pour le mandat à venir, ce qui n'était pas forcément le cas des mandats précédents, vous allez, vous, employeurs territoriaux, devoir définir des orientations stratégiques RH au sein de lignes directrices de gestion. C'est-à-dire que la loi de transformation de la fonction publique va obliger, durant le mandat à venir, les employeurs à afficher leurs orientations stratégiques RH, à avoir un petit carnet de bord de la manière dont ils veulent mettre en place la politique RH de leur commune. Et donc, cette politique va être dans chacune des attributions qui sont les vôtres. Si on regroupe en 5 points qu'on va détailler par la suite les attributions du maire en matière de gestion RH, on va pouvoir dire que le maire organise les services et veille aux conditions de travail. C'est une attribution du maire. Le maire procède à la nomination des agents. Le maire veille aux conditions d'exercice des fonctions des agents. Le maire garantit et veille au déroulement des parcours professionnels des agents. Et le maire procède à la radiation des agents. Donc là, j'ai essayé de regrouper en 5 points les principales attributions des maires en matière RH. Si on les détaille, organiser les services et veiller aux conditions de travail. Dans le détail, ça veut dire que le maire veille à l'organisation des services, conduit le dialogue social, veille à l'organisation du temps de travail, veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents et assure le respect des droits maladie des agents. Donc, si je devais vous expliquer, et je vais essayer de le faire, en quelques lignes, et les points essentiels, les notions essentielles à retenir, on va essayer de les aborder une par une. L'organisation des services, la notion essentielle à retenir, c'est le tableau des emplois. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, par délibération, on crée des emplois. Donc, en fait, ces emplois, il y a un tableau et une liste de tous les emplois qui ont été créés budgétairement dans votre collectivité. Donc, c'est de l'avoir en tête. C'est aussi que ces emplois, on les organise dans un organigramme où là, on va pouvoir voir quelles activités ont été internalisées, externalisées ou mutualisées, et donc qui va donner une photographie de l'organisation des services et la manière dont vous, employeur, vous souhaitez les organiser. Enfin, ce qu'il est important, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de bien vous entourer et de savoir réellement sur quel cadre en interne vous vous appuyez en matière de gestion RH. L'équipe de collaboration directe du maire, c'est les collaborateurs de cabinet pour le côté politique et les emplois fonctionnels ou secrétaires de mairie pour les emplois administratifs. Et donc, du coup, c'est des personnes qu'il faut très rapidement identifier et sur lesquelles vous devez vous appuyer. Et enfin, ce qu'il est important aussi de savoir, c'est que tous les 2 ans, mais à partir de l'année prochaine, tous les ans, il y a une obligation de faire remonter les données sociales de la collectivité. Et donc, dans ces données sociales, vous allez avoir une photographie du personnel, la moyenne d'âge, le nombre d'agents par catégorie, le nombre d'agents par filière, le nombre d'agents en maladie. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir une photographie du personnel et des problématiques et peut-être vouloir faire de la projection pour vous dire que à 5 ans, à 1 an, à 6 ans, je veux plus de contractuels, je veux plus de titulaires, je veux résorber la sinistralité et voir pourquoi il y a autant d'accidents du travail dans la collectivité, agir sur la prévention, pousser un peu plus les agents en formation par rapport au nombre de jours de formation, la moyenne dans la collectivité. Et donc, c'est des données qui vont vous être remontées, que vous allez pouvoir exploiter, qui vont vous donner une idée d'ensemble de quelle est la photographie de vos agents et sur quelle photographie vous voudriez aller et donc quels outils vous allez utiliser pour y aller. Quand on parlait de notions essentielles, il y a une notion essentielle sur le dialogue social. Donc,
Les instances, on les a vues tout à l'heure, donc CAP, CCP, donc commission administrative paritaire, commission consultative paritaire, comité technique, CHSCT, en sachant que le comité technique et le CHSCT, en 2022, sont réunis en comité social territorial. Donc, en cours de mandat, vous allez avoir une fusion de vos instances, comité technique et CHSCT. Par rapport aux instances du dialogue social, ce qu'il faut identifier assez rapidement, c'est qui s'en occupe. C'est-à-dire que quand vous êtes une commune de plus petite taille, en fait, ces instances du dialogue social sont mutualisées au niveau du centre de gestion. C'est-à-dire que pour les comités techniques, par exemple, si vous avez moins de 50 agents, c'est le centre de gestion qui va s'occuper du comité technique et vous allez dépendre du comité technique du centre de gestion qui va l'organiser pour vous. Et pour les CAP, c'est 350 agents. Et donc, du coup, vous allez, selon si vous avez plus ou moins de 350 agents, ce sera la CAP du centre de gestion qui devra s'en occuper. En dessous de 350, ça relève du centre de gestion. Au-dessus, ça relève de votre compétence propre. Quand on parle de dialogue social, il est important de savoir aussi que les agents ont des droits et des moyens syndicaux que les employeurs doivent leur garantir. Et petite information supplémentaire, c'est que la loi de transformation de la fonction publique depuis 2019 a permis l'encadrement du droit de grève dans certains services, que je vous cite là, la collecte et le traitement des déchets ménagers, les transports publics des personnes, l'aide aux personnes âgées et handicapées, l'accueil des enfants de moins de 3 ans, l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la réquisition ou de l'obligation d'assurer un service public, c'est de l'encadrement pour permettre à l'employeur d'avoir une visibilité quand il y a un mouvement de grève pour savoir quel service il peut maintenir et dans quelles conditions il les maintient si le personnel est gréviste. Ensuite, en notion essentielle, les notions sur le temps de travail. Quand on parle de temps de travail dans la fonction publique territoriale, on est comme partout en France à 1607 heures. Et donc, les 1607 heures, c'est à vous d'organiser le temps de travail de vos agents, de la collectivité, en respectant les garanties minimales, c'est-à-dire en sachant qu'il faut respecter des temps de repos, qu'on ne peut pas faire plus de tant d'heures dans une semaine. Donc, c'est ce qu'on appelle les garanties minimales. Vous pouvez organiser le temps de travail des agents par cycle. Vous pouvez ouvrir ou pas les RTT, annualiser ou pas le temps de travail de certains services, attribuer des heures supplémentaires dans la limite et quand vous les dépassez, il faut une délibération dérogatoire et organiser des astreintes. Quand il y a des périodes, par exemple, hivernales avec de l'enneigement ou des choses comme ça, en fait, il est possible de mettre le personnel sous astreinte les week-ends et la semaine sur des périodes bien précises qui doivent être organisées par délibération. Ensuite, important, le temps partiel, c'est aussi de la délibération qui l'encadre et la mise en place du télétravail. On en a parlé beaucoup pendant la période qu'on vient de connaître. Le temps de travail et le télétravail est quelque chose qui se met en place de plus en plus dans les collectivités qui, je pense, va s'installer après la période de Covid et de confinement que nous avons connue. Il est aussi important pour l'employeur de connaître les différents congés, donc il y a les congés annuels et les congés familiaux, en sachant quels congés ont été mis en place dans la collectivité, quelle est la procédure, quel est le nombre de congés que vous avez. Et enfin, le compte épargne-temps, qui est un compte dans lequel les agents peuvent placer des jours de congés qu'ils n'ont pas pris durant l'année et qui est obligatoirement ouvert dans toutes les collectivités à partir du moment où l'agent le demande. Le compte épargne-temps est quelque chose qui est ouvert dans toutes les collectivités si l'agent le demande ou ouvert si la collectivité l'ouvre sans demande d'agent, mais qui n'est pas obligatoirement monétisé. C'est-à-dire que c'est une délibération bien spécifique qui offre la possibilité de monétiser le compte épargne-temps. Il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas ouvert la monétisation et donc le compte épargne-temps ne peut être que pris et ne peut pas être monétisé. Très, très important, puisque ça, pour le coup, là, ça engage la responsabilité de l'employeur, la sécurité et la protection de la santé des agents. L'employeur est responsable de la sécurité et de la protection de la santé de ses agents. Et là, c'est la seule dérogation
En fait, le Code du travail s'applique exactement dans les mêmes conditions pour un employeur public qu'un employeur privé en matière de responsabilité et de protection de la santé des agents. Donc, vous relevez des mêmes obligations que l'employeur privé et cela dépend de ce qui est prévu dans le Code du travail. Pour vous assister, vous avez différents acteurs que sont l'assistant de prévention, l'ACFI, le conseiller de prévention, la médecine de prévention et le CHSCT. C'est des acteurs qu'il va falloir que vous identifiez ou que vous identifiez assez rapidement pour savoir sur quels acteurs vous pouvez vous appuyer en matière de sécurité et de protection des agents. Vous avez des outils aussi qui sont obligatoires à mettre au sein de la collectivité, que sont le document unique, le registre de santé et de sécurité au travail, le signalement d'un danger grave imminent. C'est des documents qui doivent être obligatoirement mis en place dans la collectivité et quand ils ne le sont pas, en fait engage votre responsabilité d'employeur en cas d'accident. Et enfin, il existe le droit de retrait dans la fonction publique, c'est-à-dire que quand un agent se sent en danger grave et imminent, il a le droit de se retirer et de ne pas exercer son service. Il le signale et l'employeur doit mettre en place toutes les conditions pour que le danger grave et imminent disparaisse et que l'agent puisse reprendre son service. On en a parlé tout à l'heure quand on parle de la fonction publique, les droits maladie. Donc, je vous le rappelle, le rôle spécifique de l'employeur par rapport au régime le régime spécial des fonctionnaires, c'est l'employeur qui assure et qui octroie les congés maladie des agents et il s'appuie pour ça sur des instances médicales de la fonction publique qui relèvent uniquement de la fonction publique territoriale et dont le secrétariat est géré par le centre de gestion. Et donc, du coup, souvent, avant de placer un agent en maladie, quand c'est des maladies au-delà de la maladie ordinaire, vous saisissez le comité médical pour avis, puisque vous n'avez pas le dossier médical de l'agent, qui en fait va vous émettre un avis sur le congé auquel l'agent peut prétendre. Donc, du coup, vous avez différents congés. Congé de maladie ordinaire, la longue maladie, la longue durée, la grave maladie et le CITIS qui est le nouveau congé qui remplace l'accident de service et la maladie professionnelle. Très important, tout à l'heure je ne vous l'ai pas signalé, mais en fait, les employeurs ont la possibilité de s'assurer sur le risque santé de leurs agents. En fait, comme vous payez la maladie des agents, souvent vous allez payer l'agent malade, donc continuer à verser la rémunération de l'agent malade et payer le remplaçant. Et donc vous avez la possibilité de vous assurer sur la maladie des agents, mais du coup cette assurance s'appelle l'assurance statutaire. Quand vous arrivez en poste, il est important d'aller regarder si vous avez une assurance statutaire et ce que couvre l'assurance statutaire, puisqu'en fait l'assurance statutaire, vous pouvez la prendre pour différents types d'agents et pour différents types de maladies. Et donc du coup, pour que vous ayez conscience ou connaissance de l'assurance statutaire qui est prise dans votre collectivité et qu'elle correspond bien à la charge maladie de votre collectivité. Ensuite, vous avez un nouveau congé qui s'appelle la période de préparation au classement, qui s'appelle la PPR, qui est de plus en plus demandée, qui est récente et qui permet à l'agent qui se retrouverait inapte sur son emploi d'avoir quelques mois pour une reconversion professionnelle. Ayez bien en tête que cette période de préparation au classement est à la charge entière de la collectivité. Donc, quand un agent demande une PPR, c'est la collectivité qui assume la rémunération de l'agent pendant sa reconversion. Et enfin, dans la fonction publique territoriale, vous avez la possibilité, jusqu'à présent, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la protection sociale complémentaire, ce qu'on appelle la PSC, qui est ni plus ni moins la mutuelle ou la prévoyance en faveur des agents. Vous pouvez y participer. Et c'est pour le moment facultatif. Chaque collectivité décide ou pas de participer à la mutuelle ou à la protection sociale de ses agents. Ensuite, petite notion clé sur les politiques inclusives. Ce qu'on appelle les politiques inclusives, c'est les obligations par exemple liées au handicap et les obligations liées au respect de l'égalité femmes-hommes. Par rapport au handicap, il faut savoir que les employeurs publics sont soumis à l'obligation du taux d'emploi, c'est-à-dire qu'ils doivent employer 6% de personnes en situation de handicap dans les collectivités, sinon ils payent une pénalité.
Et donc, les collectivités peuvent s'appuyer sur le FIP pour la mise en place d'aides de matériel ou d'accompagnement des personnes handicapées recrutées. Donc, le FIP que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, par rapport aux politiques inclusives, vous avez les politiques inclusives en matière d'égalité femmes-hommes. Et là, en fait, ça ne concerne pour le moment que les communes de plus de 20 000 habitants qui ont l'obligation de faire des plans d'action. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des élus de communes de plus de 20 000 habitants, mais vous avez l'obligation de faire des plans d'action dans les communes de plus de 20 000 habitants concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sinon, il peut y avoir des sanctions financières. Et concernant les emplois de direction, en fait, il y a la mise en place de ce qu'on appelle une nomination équilibrée pour les communes de plus de 40 000 habitants qui ont l'obligation que l'un des sexes représente au moins 40% de l'emploi sur les postes de direction. Et enfin, pour toutes les collectivités, vous avez l'obligation de mettre en place depuis le 1er mai de cette année un dispositif de signalement de violence, discrimination et actes de harcèlement au sein de votre collectivité. Pour les communes de plus petite taille, je vous conseille de vous rapprocher de votre centre de gestion pour être accompagné sur cette obligation qui n'a pas fait l'objet de dérogation par rapport au Covid et qui s'applique bien depuis le 1er mai 2020. Ensuite, si on revient à un deuxième grand thème des pouvoirs ou des attributions du maire, sachez que vous avez les nominations. Donc, c'est le maire qui nomme. Et ça, c'est un pouvoir propre du maire. Si l'on parle des nominations, il y a deux types de nominations. Il y a la nomination des primo-recrutements, ceux qu'on recrute pour la première fois dans la fonction publique territoriale, et la nomination par voie de mobilité. Quand on recrute un agent, il est en notion clé, je vous ai mis les besoins de recrutement, le profil de poste. C'est important de savoir sur quel profil de poste vous recrutez, quelles sont les tâches, les besoins de la collectivité en matière de poste. Et donc, du coup, je vous conseille, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller, si vous avez besoin d'appui ou d'aide, d'aller chercher sur le répertoire des métiers du CNFPT les profils de poste un peu types que vous aménagez dans votre collectivité, mais qui vous permet d'avoir un document de départ que vous amendez et que vous modifiez en fonction de votre besoin, mais qui vous permet plus ou moins de savoir exactement ou d'avoir les grandes lignes du profil de poste concernant un adjoint administratif, un rédacteur ou un attaché, une secrétaire de mairie, un agent comptable, un directeur des ressources humaines. Donc voilà, vous avez tous les métiers et donc tous les profils de poste qui correspondent aux métiers de la fonction publique. Dans le recrutement des primo-accédants, la fonction publique, comme son nom l'indique, en fait, a vocation à recruter des fonctionnaires. Et donc, le fonctionnaire, on le recrute en primo-accédant qu'à partir du moment où il est inscrit sur une liste d'aptitude et qu'il a eu un concours. Sauf pour les grades d'accès direct de catégorie C qui ne nécessitent pas de concours. Et si vous prenez des contractuels, en fait, c'est le statut qui prévoit explicitement les cas dans lesquels un employeur peut recruter un contractuel, en sachant que depuis la loi de transformation de la fonction publique, maintenant, il y a une procédure en 7 étapes à respecter pour recruter un contractuel dans la fonction publique. Il y a aussi un nouveau contrat qui est arrivé avec la loi de transformation de la fonction publique dans la fonction publique territoriale, le contrat de projet, qui est un contrat d'une durée maximale de 6 ans et qui est là pour accompagner un projet et qui ne peut être mis en place qu'à partir du moment où il y a un projet et qu'il est attenant à un projet. Il est d'une durée minimale de 1 an et maximale de 6 ans. Et ensuite, le maire, en fait, c'est lui qui en fait, va nommer tout au long de la mobilité des agents. Donc, il y a 2 types de mobilité. Il y a la mobilité interne, donc au sein de votre propre collectivité, c'est vous qui affectez les agents. Et la mobilité externe des agents qui, en fait, partent travailler chez d'autres employeurs ou dans le privé. Et donc, c'est vous qui, en fait, autorisez la mutation dans une autre collectivité, autorisez le détachement dans la fonction publique hospitalière ou tout autre type de mobilité. En fait, c'est toujours vous qui, en fait, en décidez et vous allez prendre un acte administratif pour le signifier. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les agents dans la fonction publique ont des dossiers individuels qui les suivent tout au long de leur carrière et donc vous êtes responsable, vous en tant qu'employeur, de la tenue de ces dossiers individuels dans lesquels vous allez retrouver toutes les pièces administratives de l'agent
de son état civil à tous les arrêtés qu'il a et qui ont été pris par rapport à sa carrière, la maladie ou la formation. Et enfin, je vous signale que depuis l'année dernière a été ouvert sur Internet un site qui s'appelle Place de l'emploi public qui regroupe toutes les offres d'emploi de la fonction publique, qu'elles soient État, hospitalière ou territoriale. Troisième grand volant de l'employeur, veiller aux conditions d'exercice des fonctions des agents. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, en fait, je vous le décrypte. En fait, ça veut dire que l'employeur doit veiller au respect des droits et obligations des agents territoriaux. Il doit veiller au respect des règles déontologiques. Et il doit veiller au respect des responsabilités disciplinaires, financières et pénales. Qu'est-ce que ça veut dire en notion clé? En notion clé, derrière, ça veut dire les droits et obligations des agents. En fait, les fonctionnaires et les agents publics ont des droits et obligations spécifiques. Et donc, vous devez les faire respecter. Quand l'agent a des droits, vous avez employeur des obligations. Quand l'agent a des obligations, vous avez des droits en tant qu'employeur. Et donc, c'est à vous de les faire respecter. Si il s'avère que l'agent ne les respecte pas, c'est à cette occasion que vous pouvez exercer votre pouvoir disciplinaire et engager la responsabilité financière et pénale. Et donc, c'est quand l'agent ne remplit pas ses droits, ne remplit pas ses obligations, excusez-moi, que vous, employeur, vous pouvez sanctionner et donc lancer des procédures, saisir les instances et appliquer des sanctions disciplinaires. Et si la faute est très importante, en fait, vous avez la possibilité d'engager la responsabilité financière et pénale. Donc, il y a des risques financiers qui sont les gestions de faits et le risque pénal, homicide, blessure involontaire, manquement au devoir de probité ou autres, qui peuvent être invoqués pour lesquels vous pouvez ester aussi au pénal contre votre agent. En tant qu'employeur, vous avez aussi des obligations dans le respect des règles déontologiques. C'est-à-dire que les agents publics ne peuvent pas faire aller et venir quand ils le veulent, cumuler tout type d'activité. Et donc, quand un agent travaille à l'extérieur, il doit vous le signaler. Vous devez examiner que la chose est possible, que les activités sont compatibles. Et pour vérifier ça, en fait, vous pouvez vous appuyer sur le référent déontologue. Le référent déontologue relève souvent des centres de gestion. Et quand il y a un doute sérieux, vous pouvez saisir la haute autorité. Certains emplois de la fonction publique ont des obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêt. Et les agents doivent respecter les grands principes de la déontologie et vous, employeur, vous devez les faire respecter. Et il y a, je vous le signale là, une petite procédure aussi qui doit être mise en place, mais qui doit l'être déjà dans votre collectivité, j'en suis sûre, qui concerne la procédure de lanceur d'alerte. On arrive enfin pas tout à fait enfin, mais on y arrive, l'employeur garantit et veille au déroulement des parcours professionnels des agents. Si je dois décrypter ce que ça veut dire garantir et veiller au déroulement des parcours professionnels des agents, c'est-à-dire que l'employeur va évaluer, promouvoir et autoriser les mobilités. Il va ordonner le versement de la rémunération et définir la politique sociale. Il va veiller à la régularité des situations administratives des agents territoriaux et il va piloter la politique de formation des agents. Alors, si on revient, excusez-moi 2 petites secondes, je bois un petit coup. Si l'on revient sur les parcours professionnels, en fait, quand on est fonctionnaire, on a des évolutions de carrière et donc c'est l'employeur qui décide des avancements et des promotions. L'avancement d'échelon, qui est l'avancement d'un échelon à l'échelon supérieur, est automatique pour le fonctionnaire. Par contre, les avancements de grade, c'est-à-dire qu'on passe au grade supérieur, et la promotion interne qui correspond à un changement de cadre d'emploi, souvent on passe de la catégorie C à la catégorie B ou de la catégorie B à la catégorie A, qui est une grande promotion dans la fonction publique. En fait, c'est l'employeur qui en décide, qui propose et qui nomme l'agent. Pour cela, en fait, l'employeur s'appuie sur l'entretien d'évaluation. Tous les ans, vous avez la responsabilité d'organiser, de faire organiser au sein de votre collectivité les entretiens d'évaluation qui sont faits par les supérieurs hiérarchiques directs des agents.
Dans ces entretiens d'évaluation, c'est à ce moment-là qu'on va évaluer la valeur professionnelle de l'agent, que l'agent va faire un point sur sa formation, qu'on va fixer les objectifs et qu'on va regarder si les objectifs fixés l'année précédente ont été remplis. Et donc, cet entretien d'évaluation est quelque chose sur lequel l'employeur doit ou peut s'appuyer pour valoriser les parcours et recenser les besoins de formation des agents. En tant qu'employeur aussi, vous avez en charge la politique de rémunération et d'action sociale. En fait, la rémunération, il y a de la rémunération dite obligatoire et puis il y a de la rémunération facultative que sont les primes. Quand un employeur arrive dans la collectivité, il va devoir choisir la politique de rémunération qu'il met en place. Est-ce que vous voulez une politique égalitaire? Tout le monde a la même chose. Est-ce que vous voulez une politique au mérite? Donc, ça veut dire que les agents les plus méritants auront des primes supplémentaires et que donc vous vous appuierez sur l'entretien d'évaluation pour les attribuer. Est-ce que vous voulez une rémunération tournée sur l'action sociale et la protection sociale complémentaire? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez ou consacrez une partie du budget à l'action sociale qui est les chèques vacances, les tickets restaurants, ou la protection, la mutuelle, la participation à la mutuelle, quelque chose de plus social. Donc, c'est vous, employeur, qui allez définir cette politique. Et cette politique, en fait, vous devez vous appuyer sur des délibérations pour le mettre en place. Il est bien évident que cette politique, elle doit être encadrée parce qu'il y a les dépenses de personnel et que c'est des budgets très importants au sein des collectivités. Et que donc, du coup, vous allez devoir, en fait, voir quelles actions politiques vous voulez mettre en place en matière de rémunération, mais dans quel cadre budgétaire. Et donc, du coup, vous allez regarder toutes les dépenses et gérer la masse salariale. En sachant que dans la fonction publique territoriale, les dépenses de personnel sont inscrites au chapitre 12 de la section de fonctionnement du budget M14, puisqu'il y a une nomenclature budgétaire bien spécifique et que donc du coup ces dépenses sont affectées au chapitre 12 de la section de fonctionnement du budget. Ensuite, c'est vous, employeur, qui allez autoriser et prendre des arrêtés par rapport à toutes les situations administratives de vos agents. Donc, dans les situations administratives, il y a des situations qui peuvent être un peu plus compliquées que d'autres, puisqu'en fait, vous avez une situation qui s'appelle l'activité, mais qui ne correspond pas forcément à de l'activité. C'est-à-dire que l'agent qui est en activité peut être en maladie, peut être en congé par rapport à des événements familiaux, peut être mis à disposition d'un autre employeur. Et donc, du coup, en fait, il est en activité, mais il peut ne pas être présent. Donc, l'activité, c'est le présentiel, mais certaines positions administratives de l'activité font qu'il est en activité, mais il n'est pas présent sur le poste. Faites attention, cette distinction, des fois, peut poser problème quand vous parlez ou quand on vous explique, votre DRH peut vous expliquer c'est de l'activité, il est en activité. Oui, mais il n'est pas présent parce qu'il est malade. Mais c'est quand même de l'activité. Et donc, c'est vous, employeur, qui allez prendre des arrêtés concernant toutes ces positions, le congé maladie, le temps partiel, le temps pour aller en formation, le temps consacré aux activités syndicales, le détachement, le congé parental, la disponibilité. C'est vous qui, en fait, allez prendre toutes ces décisions et qui allez les acter dans un arrêté. La disponibilité, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le privé, pour ceux qui peut-être le connaissent plus, c'est ce qu'on appelle un peu le congé sans solde, pour aller vaquer à des occupations en dehors de la collectivité, sans perdre son droit à revenir et à rester fonctionnaire. Autre notion clé, puisque le maire conduit la politique de formation. En fait, dans la fonction publique territoriale, vous avez des formations professionnelles obligatoires et facultatives. Donc, les obligatoires sont liés aux fonctions et les facultatives à des choses que vous autorisez ou pas en fonction des nécessités de service ou autres. Et donc, du coup, c'est à vous de voir aussi
vers quoi vous voulez porter votre budget de formation et quelles sont vos grandes directives en matière de formation. Le compte personnel formation, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ces objectifs de formation, vous devez obligatoirement les formaliser dans ce qu'on appelle un plan de formation qui va être le plan de route de la formation de vos agents. Est-ce que vous voulez de la formation plus qualifiante, de la formation plus pour des parcours professionnels pour passer des concours, des formations axées sur l'illettrisme parce que vous vous êtes rendu compte dans votre collectivité qu'il y a beaucoup de personnes qui souffraient d'illettrisme et donc vous voulez en fait les aider et leur permettre d'accéder à des connaissances et des ouvertures de reconversion aussi en actionnant des actions de formation sur l'illettrisme. Donc voilà, vous avez une marge de manœuvre assez importante en matière de formation. Concernant le compte personnel formation, juste je vous conseille de prendre une délibération assez rapidement pour encadrer le compte personnel formation. C'est-à-dire que vous pouvez limiter les frais de formation en termes de déplacement, la participation de l'employeur et ne prendre que les frais de formation à proprement parler. Et vous pouvez aussi réglementer pour que en fait, les personnes qui veuillent bénéficier du compte personnel formation n'en bénéficient que s'ils en font la demande au 1er mars et que toutes les personnes qui veulent ouvrir leur compte personnel formation et utiliser leurs heures sur le compte personnel formation ne peuvent le faire que sur des demandes. Ça vous permet, vous, d'organiser, d'orchestrer et de budgéter aussi tous les coûts liés au compte personnel formation, puisque c'est une obligation. Le compte est abondé obligatoirement à partir du moment où l'agent travaille. Et en fait, les agents du privé, et il y a une portabilité sur le compte personnel formation. Les agents qui viennent du privé viennent avec leur compte personnel formation. Et les agents qui partent dans le privé ou qui repartent, en fait, partent avec leur compte personnel formation. Donc, vous aurez de toute façon toujours des agents avec des heures sur leur compte personnel de formation. Et donc, il faut que vous l'ayez en tête pour le budgéter. Enfin, dernière partie, enfin, parce que je pense que là, vous devez certainement en avoir marre de m'entendre depuis tout à l'heure. En fait, le maire employeur procède à la radiation des agents et maintient les droits en tant qu'ancien employeur. Donc, procéder à la radiation des agents, c'est vous, employeur, qui, en fait, arrêtez la relation entre l'agent et vous-même. Pour différents cas, vous allez prendre des arrêtés de radiation pour des départs en retraite, pour des démissions, pour des abandons de poste, pour des licenciements, pour des décès, malheureusement, quand ça arrive. Et donc, du coup, à partir du moment où l'agent fonctionnaire est radié des cadres, en fait, il perd son statut de fonctionnaire et il perd le régime spécial de fonctionnaire. Maintenant, il y a une nouvelle situation dans laquelle vous pouvez radier les agents, c'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui existait dans le privé, qui a été introduit dans le public l'année dernière par la loi de transformation de la fonction publique, et donc qui est une radiation, une initiative conjointe de l'agent et de l'employeur qui décide conjointement de se séparer avec le versement d'indemnités de rupture conventionnelle. Il y a une procédure bien spécifique à respecter. Je vous fais un petit focus sur la rupture conventionnelle parce que j'ai beaucoup d'élus qui m'appellent par rapport à la rupture et qui n'ont pas forcément conscience qu'en plus des indemnités de rupture conventionnelle, l'employeur va devoir aussi verser le chômage derrière, puisque comme nous l'avons vu tout à l'heure, en fait, l'employeur public a la charge du chômage. Et donc, ça me permet de passer à la notion suivante. Vis-à-vis de ses anciens agents, l'employeur a des obligations, comme celle de verser le chômage. Donc, quand ou si vous avez une rupture conventionnelle qui est faite dans votre collectivité, le budget de cette rupture conventionnelle pour le coût total, et n'oubliez pas d'y ajouter les droits au chômage, puisqu'il n'y a pas que l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc, le rôle de l'employeur vis-à-vis de ses anciens agents, c'est le versement des allocations chômage, et avec la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'adhérer à Pôle emploi, mais uniquement pour les contractuels. Mais vous avez aussi l'obligation pour les fonctionnaires que vous auriez radiés de leur assurer les droits du régime général, cette fois-ci. Ils relevaient, quand ils étaient fonctionnaires, du régime spécial.
Quand vous les radiez, ils n'ont plus droit au régime spécial, mais vous, en tant qu'ancien employeur, vous leur maintenez leur droit au régime général pendant 1 an après la radiation, s'ils ne relèvent pas d'un nouveau régime. Ça veut dire très concrètement, pour vous donner un cas d'école, qu'imaginons que vous radiez des cadres, une fonctionnaire femme, et que celle-ci, en fait, on va dire, vous la radiez, c'est une rupture conventionnelle. Et donc, vous lui payez les indemnités de rupture conventionnelle, et puis vous lui payez le chômage, et puis elle tombe enceinte, et elle tombe en congé mater. Et ben, pendant son congé mater, si elle n'a pas retravaillé depuis la rupture conventionnelle, qu'elle n'ouvre pas des droits pour un autre régime, en fait, ce sera vous, ancien employeur, qui lui verserez les indemnités journalières du régime général, donc à la place de la sécurité sociale, pendant son congé mater, parce que vous avez l'obligation, en tant qu'ancien employeur public, de verser pendant 1 an les droits maladie des anciens agents qui ont été radiés de votre collectivité. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au bout de cette présentation. Auriez-vous des questions, messieurs et mesdames, les maires ou présidents de PCI ou adjoints ou élus? Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que tu en vois? Moi, je fais le tour, je n'en vois pas. Moi non plus. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Alors attends, sur cette s'il y en a une, partie-là? quand vous parlez maladie, c'est pareil pour une maternité. Alors, quand je parle de maladie, c'est pareil pour une maternité. C'est l'exemple que je vous ai donné en dernier. Quand on parle souvent de maladie, la maternité est inclus dedans, c'est des droits à la protection sociale. Ok, on a Monsieur Guillet de la MNT qui était, est-ce qu'il est encore là? Qui était prêt à faire une petite présentation de la MNT et de l'action sociale et de la protection. Alors, Pour Stéphanie, il n'y a plus de questions sur la partie du rôle du maire employeur? Non, bon. Alors, je vais le prendre de façon très positive. Ou j'ai été très claire. Des fois, je doute un peu. Ou alors, je vous ai noyé et j'en ai bien peur. Mais alors, sachez, juste avant de vous donner la parole, Monsieur Guillet, 2 petites secondes, que vous pouvez retrouver un module de formation sur le site de l'AMF, le maire employeur, qui est à la disposition de tous les adhérents et donc sur lequel vous pouvez aller naviguer à votre guise pour retrouver tout ce que je viens de vous dire. C'est comme une consultation de page internet et ça permet de vous donner une petite idée ou de revenir sur des choses que je vous ai dites durant cette heure, et vous pouvez aller y naviguer à votre guise avec vos codes adhérents, et sinon l'AMF reste à votre disposition pour toute question. C'est ce que je vais faire. Alors là, voilà, hop, j'y vais. Je vais juste prendre le lien pour vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous pouvez l'enregistrer dans vos onglets. Ah non, je l'ai envoyé à Sylvie, pardon. Il faut que je l'envoie à tout le monde, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc, vous pouvez y aller. Vous enregistrez l'onglet. Et vous pouvez y accéder avec vos codes adhérents. Alors évidemment, il faut des codes adhérents hein, parce que c'est réservé aux adhérents de l'AMF, hein, ce petit module interactif. Voilà, petite formation interactive qui est très bien faite d'ailleurs. Et dans lequel vous retrouverez Stéphanie Collin. Oui, voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et je reste à votre disposition si besoin. Merci à tous. Et on va passer. Merci Stéphanie, hein, c'était clair, hein, je te rassure. C'est simplement que ton propos était parfaitement clair. Voilà. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Merci à vous. Merci Nathalie. Et je me rends compte que je n'ai même pas mis ma vidéo, ça va bien. Donc, on va passer à Monsieur Guillet qui va nous faire une petite présentation de la protection complémentaire de santé. Allez-y. Normalement, vous devriez pouvoir, si vous avez un support, vous devriez pouvoir le partager. Alors, non, pour le moment, je… Non? Alors, attendez. Il faudrait que vous arrêtiez le partage de votre écran. Exactement. Voilà. Alors,
pouvez me dire quand ça fonctionne pour vous? C'est bon. C'est bon? D'accord. Alors, excusez-moi. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sylvain Guillet, responsable développement à la MNT, la mutuelle nationale territoriale. Donc, on est partenaire de l'AMF dans ces cycles de formation-là. J'interviens, moi, effectivement, sur 2 domaines particuliers qui ont déjà été abordés par Madame Collat, donc l'action sociale et la protection sociale complémentaire. Alors, je n'en ai pas pour très, très longtemps, j'en ai à peu près pour 15-20 minutes. Même chose, on est en petit groupe, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Je vais commencer par vous présenter rapidement la MNT. Donc, nous sommes une mutuelle réservée aux agents territoriaux et nous proposons exclusivement des produits de protection sociale adaptés au statut des agents territoriaux, donc en santé et en prévoyance. Nous sommes présents dans tous les départements, dans 94 agences locales, et nous organisons également des permanences régulières dans plus de 1400 collectivités. Grâce à ça, nous sommes la première mutuelle des services publics avec plus d'1 million de personnes protégées. On est, les chiffres sont tombés ce matin, on est à peu près à 1 80 000 personnes protégées. Parallèlement à ça, et c'est le sens de mon action à moi en tant que responsable développement, c'est d'accompagner les collectivités aussi territoriales. Donc on accompagne plus de 18 000 collectivités territoriales sur plusieurs domaines. Donc, notamment, on intervient en soutien pour répondre aux obligations légales et réglementaires. On intervient aussi sur des domaines de prévention. On a établi des programmes sur plusieurs thématiques, troubles musculo-squelettiques, on travaille sur les addictions, on travaille sur les risques psychosociaux, et puis la nutrition, etc. Donc, tout un ensemble de programmes qu'on peut développer dans les collectivités et qui ont pour but d'une part, réduire l'absentéisme dans la fonction publique territoriale et de favoriser le mieux-être des agents. Alors, on propose également des solutions pour un retour durable à l'emploi. Donc, lorsque vous avez un agent qui est en arrêt de travail depuis un moment, on va pouvoir vous accompagner via notre service médical pour faire des propositions éventuellement de reclassement, d'adaptation de poste, via l'intervention d'un ergonome, etc. On valorise aussi l'innovation. On a ce qu'on appelle le prix Santé et mieux-être au travail qui est attribué tous les 2 ans aux collectivités qui sont les plus innovantes en matière de santé et de mieux-être au travail. Alors, ça peut être des actions de prévention, ça peut être des actions qui visent à améliorer le bien-être des agents au travail. Et donc, l'année dernière, on a délivré 8 prix. C'est tous les 2 ans. Si vous souhaitez candidater, effectivement, soyez un petit peu à l'affût. Vous allez voir que sur 2021, il y aura à nouveau la délivrance de ce prix-là. Et puis, on essaie aussi d'apporter, nous, depuis maintenant 66 ans qu'on existe, notre expertise du monde territorial. Alors, en 2017, on a lancé le livre blanc Santé et mieux-être des agents territoriaux. Donc là, l'objectif, c'était de faire un constat sur sur le bien-être et la santé au travail des agents territoriaux, ce qui se faisait en termes de protection sociale complémentaire. Et puis, suite à ça, on a fait un ensemble de préconisations qui ont été portées donc, au niveau local, mais aussi au niveau national, via nos élus. Et enfin, on a créé l'Observatoire social territorial, qui est un organisme qui publie des études, généralement 1 à 2 par an, qui sont rédigées soit par des spécialistes, on a un sociologue, Jérôme Grolot, qui travaille beaucoup avec nous, soit des élèves administrateurs de l'INET. Et l'idée, c'est de faire des études, de délivrer des études gratuitement, donc soit par version numérique sur le lien que vous allez trouver là, sur la présentation, soit en version papier, c'est directement auprès de moi. Si vous le souhaitez, je pourrais vous les faire parvenir. Donc voilà, 56 ans d'existence. Et puis, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est un organisme à but non lucratif. Et bien évidemment, on réinvestit nos excédents au bénéfice de nos adhérents. Dernière chose, avec 13 autres mutuelles, dont Harmonie et la MGN, on a été membre fondateur du groupe Vive en 2016, donc qui est le premier groupe français de protection sociale, mutualiste et solidaire. On a dans nos portefeuilles de mutuelles plus de 10 millions de personnes couvertes. Voilà.
pour la présentation de la MNT. Alors, premier point, donc l'action sociale dans la fonction publique territoriale. Donc, Madame Collat, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. Le statut de la fonction publique territoriale vous donne la possibilité d'engager les dépenses au titre de l'aide sociale. Alors, ces dépenses-là, elles ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des agents publics et de les aider à faire face à des situations difficiles. 4 thématiques sur lesquelles vous pouvez intervenir: la restauration, le logement, l'enfance et les loisirs. Ces fonds-là, vous pouvez les engager par l'intermédiaire de plusieurs opérateurs. Vous avez tous les organismes d'action sociale locaux et nationaux, ce qu'on appelle les COS, les comités des œuvres sociales, le CNAS, le Comité national d'action sociale. Vous avez Plurelia, qui est un opérateur aussi qui peut vous permettre de fournir des prestations à vos agents directement, et puis l'ex-Fonds national d'action solidaire et sanitaire. Sur la protection sociale complémentaire, donc là, on arrive sur notre cœur de métier. Vous avez la possibilité, ce qu'on entend par protection sociale complémentaire, c'est la couverture de 2 risques principaux. La complémentaire santé, qui est ce qu'on appelle communément mutuelle, qui permet la prise en charge des frais de soins qui ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale, et la complémentaire prévoyance, qui va être la prise en charge par un organisme de la perte de revenus qui est générée par un arrêt de travail pour un de vos agents. Sur la prévoyance, un petit focus, vous avez 3 types de garanties. Donc, l'incapacité, qui va permettre de verser une compensation à votre agent territorial durant son congé maladie. Il faut savoir que vos agents sont couverts pendant 90 jours non consécutifs sur une année glissante. C'est-à-dire que le jour où vous avez un agent qui est en arrêt de travail, ce que vont faire vos services RH, ils vont monter un an en arrière, ils vont compter le nombre de jours d'arrêt. S'il est à 90 jours, s'il a moins de 90 jours, il n'aura pas de perte de revenus. À partir de 90 jours, il perd de 50% de sa rémunération. Donc, le but de cette garantie-là, c'est de venir en compensation et de lui permettre de toucher, enfin d'avoir une somme, alors soit par un capital, soit pour une rente, souvent par une rente, qui lui sera versée le temps de son arrêt de travail. L'invalidité, donc là, c'est lorsque votre agent est déclaré inapte à son poste, qui ne peut plus revenir dans la collectivité, vous allez le radier des cadres, il va quitter la collectivité, et cette garantie-là va lui permettre de toucher une compensation jusqu'à l'âge légal de départ en retraite. Et dernière garantie, c'est le complément retraite-invalidité. Donc là, même chose, c'est le fait de compenser la perte de retraite qu'un de vos agents aurait, puisqu'il n'a pas pu continuer à cotiser normalement pour sa retraite à la suite d'une invalidité. Là, on va pouvoir lui verser une compensation après l'âge légal de départ en retraite. Vous me dites s'il y a des questions, parce que je ne vois pas le chat. N'hésitez pas à me dire. On reste toujours sur non, mais là, j'en ai pas. Hein. Vous pouvez continuer. Très bien. Alors, en ce qui concerne la participation des collectivités, Madame Collat en a parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité de participer, si vous voulez, pour vos agents, sur ces deux types de garanties. Alors, c'est la loi du 2 février 2007, complétée par le décret du 8 novembre 2011. Je ne vais pas vous les détailler ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la participation des collectivités reste facultative, tout comme l'adhésion des agents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place un régime de participation, si vous le souhaitez, mais vos agents ne seront pas obligés d'y souscrire. D'accord ? Si vous souhaitez participer en santé ou en prévoyance, vous avez 2 procédures bien distinctes. Donc, la première, c'est la labellisation. La labellisation, vous allez dire à vos agents, je vais vous verser une participation à partir du moment où vous m'apporterez la preuve que vous avez adhéré à un contrat qui est jugé solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces contrats-là ? C'est des contrats qui sont audités tous les 3 ans par un organisme indépendant et on a un certain cahier des charges à remplir. Si, à la suite de l'audit, on remplit toutes ces données-là, on a ce qu'on appelle la labellisation qui nous est donnée pour 3 ans. Donc, si votre agent adhère à un contrat labellisé, il vous apportera tous les ans une attestation de labellisation et c'est
contre la remise de cette attestation de labellisation que vous lui verserez la participation. L'avantage, c'est que votre agent il va pouvoir choisir l'organisme avec lequel il souhaite travailler, son niveau de garantie. S'il quitte la collectivité, il pourra conserver sa garantie. Et c'est un petit peu plus simple pour vous au niveau de la mise en place. La deuxième procédure de participation, c'est ce qu'on appelle la convention de participation. Là, on va se rapprocher d'un système qui se rapproche un peu plus des marchés publics. Donc, c'est vous qui allez, par le biais d'une procédure qui va être un petit peu plus détaillée après, verser une participation à l'agent à condition qu'il adhère à un contrat que vous aurez retenu. Il n'aura pas le choix. S'il veut la participation, il faudra qu'il adhère à ce contrat-là. D'accord ? L'avantage pour vous, c'est qu'effectivement, ça vous permet d'avoir annuellement, puisque l'organisme qui est retenu va vous faire un bilan, un suivi des besoins. Vous saurez à peu près quels sont leurs besoins, si c'est la prévoyance, l'absentisme, etc. Vous aurez des données qui seront assez complètes. Mais par contre, il faudra que vous passiez par la consultation des représentants des agents dans l'élaboration des critères de l'appel à la concurrence. Alors, petit focus dont je vous ai parlé tout à l'heure du livre blanc qu'on avait édité en 2017, juste pour vous donner une petite idée, que vous voyez à peu près ce que ça représente. Lorsqu'on a fait cette étude-là avec l'IFOP, donc en prévoyance, on avait 69% des collectivités qui participaient pour un montant moyen de 11,40 € par mois et par agent. D'accord ? Et majoritairement, en prévoyance, on avait les conventions de participation, donc ce qui se rapproche un peu des contrats collectifs. À l'inverse, en santé, on avait 56% des collectivités qui participent, donc un petit peu moins, mais pour un montant qui est supérieur, 17,10 €. Et là, majoritairement, on avait la procédure de labellisation. Alors, ça s'entend un peu, parce qu'en santé, effectivement, en fonction de la structure familiale, de l'âge de vos agents, on ne va pas avoir forcément les mêmes besoins au début, en fin de carrière, etc. Donc, la labellisation permettant à vos agents d'avoir un petit peu plus de liberté sur le choix de leur garantie et de leur organisme, on peut comprendre qu'effectivement, la labellisation soit un petit peu plus utilisée sur cette garantie-là. Alors, le processus de décision. Donc, à partir du moment où vous aurez choisi comment vous souhaitez participer, vous avez donc la possibilité, enfin, vous avez l'obligation, pardon, de consulter le comité social territorial. Ça, on est un petit peu en avance, c'est en 2022, après le renouvellement des instances, que ça existera. Pour l'instant, c'est toujours le comité technique et le CHCCT dont vous parlez, Mme Collat, tout à l'heure. Sur la convention de participation, comment ça va se passer? Vous avez choisi ce mode de participation-là. Vous allez établir votre cahier des charges. Souvent, vous allez vous faire aider par un cabinet qui va être spécialisé. Vous allez avoir la mise en concurrence. Donc là, la procédure, vous allez publier votre appel d'offres sur une plateforme spécialisée. Vous allez recueillir les propositions, les analyser avec le comité, pour l'instant le comité technique, et prendre votre délibération. D'accord? Sur la labellisation, vous allez simplement prendre une délibération. Vous allez pouvoir, alors la participation, vous avez toujours la possibilité de la pondérer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire je souhaite verser par exemple 10 € pour le risque santé pour mes agents de catégorie A, 15 € pour mes agents en catégorie B et 20 € pour les agents de catégorie C. Vous allez pouvoir toujours effectivement le moduler en fait, comme vous le souhaitez. Sur la prévoyance, vous allez pouvoir dire, écoutez, je verse 15 €, mais je pondère cette participation en fonction du temps de travail, ce qui paraît très logique. Sinon, si vous avez un agent qui a 50% dans votre collectivité, il aura la même participation qu'un agent qui est à temps plein. Ça peut paraître pas très, très juste. Sur le 44, sur le risque de prévoyance, vous avez la plupart des collectivités qui ont choisi de rejoindre la convention de participation du centre de gestion. Le centre de gestion, c'est substitué aux collectivités pour lancer sa propre consultation. Elle est entrée en vigueur, je crois, en début d'année dernière, début 2019. Et donc, une convention de participation, elle dure 6 ans avec une possibilité de renouvellement d'1 an. Donc, à vous de vérifier dans vos collectivités ce qui est mis en place. Est-ce que vous avez déjà une participation? Si oui, par quel biais? Convention de participation, labellisation, et sur quel risque? Santé ou prévoyance?
Alors, sur la prévoyance, pour vous donner un petit peu quelques éléments aussi, ce qu'il faut savoir, dans la fonction publique territoriale, je vous dis tout à l'heure, après 3 mois d'arrêt maladie non consécutif, l'agent perd la moitié de sa rémunération. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fonction publique territoriale, on a 75% d'agents de catégorie C, ce qui n'est pas forcément le cas dans les 2 autres fonctions publiques d'État et hospitalière, où on a plutôt ce chiffre-là, mais sur les agents de catégorie A et catégorie B. Donc, c'est des agents avec les revenus, entre guillemets, qui sont les plus bas. Donc, l'absence de couverture, quand vous avez des gens de catégorie C qui perdent la moitié de leurs revenus, ça a des grosses incidences au niveau social. Donc, effectivement, ce dont on s'est rendu compte, nous, c'est que 50% des agents n'ont pas de complémentaire en prévoyance. Alors qu'ils ont, pour plus de 90%, une complémentaire santé. Donc, vous imaginez, lorsque votre agent a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, à plein traitement, comme on appelle, il va se retrouver avec la moitié de son salaire, avec toujours les mêmes charges fixes. Donc, c'est un gros enjeu dans la fonction publique territoriale que l'adhésion à un risque de prévoyance. L'avantage aussi, c'est que les garanties prévoyance, dont je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, souvent les organismes mettent en place des mécanismes de retour à l'emploi, soit avec l'intervention d'un médecin conseil, une proposition de reclassement, une adaptation du poste. Voilà. L'idée, si vous voulez, c'est que quand c'est possible, on essaie de favoriser au maximum le retour à l'emploi de l'agent. Dernière donnée, 1/3 des collectivités, on l'a vu tout à l'heure, ne participent pas en prévoyance. Donc, nous, en tout cas dans le cadre du livre blanc, qui avait été porté par nos élus agents territoriaux ou anciens agents territoriaux, c'était d'encourager les collectivités à participer en prévoyance pour inciter les agents qui ne sont pas couverts à le faire, à hauteur de 10 € par mois et par agent. Alors, on a fini avec la protection sociale complémentaire, toujours pas de questions? Non, toujours pas. Bon, très bien. Juste un petit focus sur la réforme de 2019, qui a été plutôt portée par Olivier Dussopt. Madame Ducollet en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, cette réforme-là a créé à partir de 2021 le rapport social unique. Alors, ce rapport social, l'objectif, c'était de fusionner les différents rapports, donc bilan social, rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, le rapport sur les fonctionnaires mis à disposition, le rapport sur l'obligation de travail des travailleurs handicapés, dans un seul et unique document. Vous aurez l'obligation d'inclure dans ce document-là les données relatives à l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité au travail et la protection sociale complémentaire dont on vient de parler. Et vous devrez le présenter aux élus en assemblée délibérante après échange avec le comité social territorial ou le comité technique jusqu'à 2022. Voilà. Alors, nous, là où on considère que cette évolution-là, c'est une opportunité, c'est que ça va vous permettre d'analyser avec un petit peu plus de justesse la situation des arrêts maladie et puis surtout l'efficacité des politiques de prévention que vous avez mises en place. Alors, effectivement, vous allez pouvoir, avec l'aide du centre de gestion, avec l'aide de la MNT, avec l'aide d'un autre organisme, peu importe, mettre en place des politiques de prévention. Vous allez identifier un risque ou dans un service particulier ou sur l'ensemble de vos agents, et vous allez mettre en place une action de prévention pour y remédier. Ça va vous permettre, le rapport social unique, de mesurer en fait l'efficacité de cette politique-là. Voilà. Et puis aussi, deuxième point, de repenser le financement de la protection sociale. Alors là, vous allez pouvoir voir effectivement qui profite ce que vous avez mis en place en termes de participation à la protection sociale bénéficie à quelques agents, à tous les agents, et vous allez pouvoir l'adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la participation sociale complémentaire, à partir du moment où c'est des délibérations, c'est modulable. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez pris, vous avez pris une délibération et que vous avez dit je souhaite verser 10 € sur le risque santé, si vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ou si vous souhaitez le modifier, si vous souhaitez le moduler,
vous avez la possibilité de le faire. Donc, ce n'est pas gravé dans le marbre. Moi, on a l'exemple de plusieurs élus. Moi, j'ai l'exemple d'un élu qui disait, moi, je souhaite participer sur le risque de prévoyance. Je vais mettre 15 € au début de la mandature et augmenter d'1 € par mois après chaque année. Et puis après, à la fin de la mandature, on verra. Si je suis réélu, on verra ce qu'on pourra modifier, on pourra continuer sur cette politique-là. Si je ne suis pas élu, mon successeur pourra reprendre, en fait, moduler ou baisser ou annuler carrément cette participation. Donc, nous, effectivement, on a la possibilité de venir en accompagnement, si vous voulez, pour mesurer, en fait, l'efficacité de vos politiques. Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors ça, effectivement, c'est un document qui est obligatoire, qui doit être créé et mis à jour régulièrement pour chacune des unités de travail. Donc, vous devez recenser l'ensemble des risques que vos agents dans une unité de travail en cours. Donc, c'est un document qu'on doit mettre en place, mais qu'on doit actualiser régulièrement. Or, nous, ce qu'on a constaté, c'est que seul un tiers des collectivités ont réalisé et l'actualisent régulièrement. Donc, même chose, là, si vous avez besoin, on a un outil en ligne qui peut vous permettre de faciliter la réalisation et la mise à jour de ce document-là. Dernière chose, donc là, je reviens un petit peu sur la protection sociale complémentaire. On attend à l'automne, a priori, des ordonnances que va prendre le gouvernement pour donner suite à la participation à la modification de la participation des employeurs publics. Madame Collat était un petit peu, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, pour le moment, la participation n'est pas obligatoire, l'adhésion des agents n'est pas obligatoire. On attend, effectivement, dans le cadre de la réforme de 2019, les ordonnances du gouvernement à l'automne qui devraient arriver à l'automne, qui vont nous donner un petit peu plus d'informations. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Est-ce que la délibération seulement va être obligatoire, mais la participation seulement facultative? Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, effectivement, il risque d'y avoir une évolution assez rapide pour vous. Tenez-vous au courant sur ces données-là, parce que ça devrait arriver assez rapidement. Et puis aussi, savoir quelles mesures vont être prises pour les instances médicales, la médecine préventive et les règles relatives au congé de maladie. Alors, on n'est pas à l'abri qu'effectivement, les règles de congé n'évoluent pas assez rapidement. Nous, ce sur quoi on a une activité un petit peu de lobby, notamment en termes à l'échelle territoriale et nationale, c'est que on souhaiterait que les mesures qui soient prises visent à renforcer le taux d'agents couverts en prévoyance. Je vous en parlais tout à l'heure, 50%, c'est beaucoup trop peu. Et ça peut vous amener, vous aussi, en tant qu'employeur, même si vous ne serez pas forcément légalement obligé, mais à avoir des situations qui seront assez difficiles. Renforcer aussi la solidarité avec les agents retraités en santé, puisqu'effectivement, les agents qui sont à la retraite ne bénéficient plus de la participation. Et puis, renforcer les moyens financiers des collectivités et des services de médecine préventive. Voilà. J'en ai terminé. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez les prendre. Vous faites une copie d'écran, vous les copiez dans un document Word et puis vous pouvez m'appeler après. Et puis, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre au maximum. Alors, y a-t-il des questions pour Monsieur Guillet? Alors, on va partir du principe que vous étiez très clair, comme Stéphanie Collat. Voilà. Et que votre intervention n'appelle pas de questions supplémentaires. Donc, Très bien. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Je crois que Sylvie a un petit empêchement. Elle est au téléphone, me semble-t-il, et elle ne peut pas clôturer cette session. Donc, je vais la clôturer à sa place. Et je vous remercie, Monsieur Guillet. Je remercie également Stéphanie. Je vous dis, moi, je crois qu'on se revoit très vite. On se revoit, il me semble, demain. Oui, il me semble qu'on se voit demain.
Et demain, nous parlons intercommunalité, fondamentaux de l'intercommunalité. Donc, je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je mets fin à la session. Au revoir. Merci. Au revoir.